Hop. Alors, moi-même, donc je suis François Bassard. Ah, je vais aller vite, hein, mais c'est important de savoir à qui on s'adresse, ne serait-ce que connaître mon profil pour comprendre un peu aussi les orientations de ma présentation. Moi, je suis sportif depuis toujours, alors que je ne suis pas issu d'une famille vraiment sportive. Je suis coureur depuis 30 ans. Je suis licencié, comme l'a dit Yannick, à la SPTT depuis 2004 et j'encadre depuis, allez, on va dire presque depuis 2004, mais plus sérieusement depuis 2016. Et je suis formateur à la région Bourgogne-Franche-Comté au sein de l'équipe technique. Alors, les diplômes, bah, vous les voyez, donc c'est principalement des diplômes fédéraux, des diplômes d'État et puis aussi des DU de Trail et diverses certifications. Et j'aime bien me former en permanence. Là, en ce moment, je fais préparateur physique, je fais aussi du SUP, stand-up paddle. Donc, j'aime bien aussi élargir mes pratiques pour voir ce qui se passe à l'extérieur et puis les ramener après à l'athlétisme. Parce que malheureusement, le surentraînement ne concerne pas que l'athlétisme, on le verra. Voilà. Donc, bah, vous voyez oui, j'ai souvent une casquette sur la tête. Alors, quand j'essaye de faire un bon entraînement, là, j'ai un bonnet, je mets une casquette. Donc là, c'est parti. Je mets ma casquette, on est parti. On va faire une bonne séance, j'espère. Donc, en fait, oui, effectivement, mon expérience, elle est sur la course à pied. Donc, ma présentation sera beaucoup teintée course à pied ou en tout cas sport d'endurance, mais il y a des influences sur les autres sports de l'athlétisme, on pourra en parler. J'ai une expérience effectivement de suivi de groupe et d'athlète personnalisé. Et donc, j'ai été confronté à la problématique du surentraînement, pas moi à titre personnel, mais surtout des amis ou des gens que j'ai pu fréquenter. Et donc, ça m'a un petit peu interpellé. Donc, c'est pour ça que j'ai souhaité creuser ce domaine. Voilà, en ce qui me concerne. Donc là, on va passer. Pourquoi cette présentation? Oui, donc, et pourquoi moi, en fait? En fait, j'ai remarqué qu'il y avait de plus en plus de cas identifiés, euh, peut-être une accélération avec la période Covid, puisque la période Covid a peut-être généré des addictions au sport ou des phénomènes de surentraînement, et peut-être la période post-Covid les a accélérés parce qu'il y a eu peut-être une envie d'en faire plus ou de se venger d'avoir été coincé pendant un moment, donc on s'est libéré, on a fait plein. Et moi, en fait, je déteste la blessure. Alors pour moi, mais aussi pour les autres. Donc du coup, et je la trouve injuste parce qu'en fait, sur la blessure sportive, le sport pour moi, ça doit être une pratique bénéfique pour la santé et pour le moral, pour plein de choses. Et donc la blessure vient casser ça. Et donc j'essaye toujours de trouver des palliatifs pour remédier, pour éviter déjà les blessures et les éviter et ensuite les limiter et accélérer la rééducation et la remise au sport. Et pour moi, ces addictions ou ces excès de sport sont aussi des aspects négatifs du sport. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de les anticiper et qu'ils ne se présentent pas. Donc, c'est ça moi, me motive. Pourquoi j'ai fait ces recherches-là? C'est pour éviter justement que ces dérives s'installent. Parce qu'à mon avis, on peut pratiquer du sport, même à haut niveau, même si on peut en débattre après, sans tomber dans ces dérives. Donc, voilà. Et puis aussi, parce que potentiellement, personne n'est à l'abri. Tout le monde peut rencontrer ces dérives, que ce soit à titre personnel, parce qu'à un moment dans sa vie, on peut tomber dedans, on peut se surentraîner, on peut devenir addict au sport, on verra ça plus tard. Et puis, où on peut rencontrer, si on est entraîneur, puisque parmi vous, il y a des entraîneurs, on peut être confronté à des athlètes qu'on suit qui basculent dans ces côtés-là. Donc voilà, l'idée, c'est ça, c'est pourquoi cette présentation, c'est brosser un peu tout ça et d'éviter, et de comprendre les mécanismes qui mènent à ces excès et comment les éviter. Néanmoins, je veux pas. L'idée, c'est pas d'être tout noir et de dire qu'il y a des risques partout. Donc c'est pour ça que je pars sur quelque chose de rose. On va parler le côté rose et c'est nécessaire de le rappeler. Les activités sportives sont bénéfiques pour la santé. Donc, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il faut pas faire de sport. Non, il faut faire du sport. Par contre, il faut le faire de façon régulée. Donc, dans la très grande majorité des cas, les activités sportives, en haut, c'est écrit le sport, c'est la santé. Et à tout point de vue, c'est inutile de le rappeler parce que vous êtes forcément au fait de ces choses-là, mais on peut le rappeler parce qu'on le reverra après. Les excès viennent pénaliser justement ces bienfaits. Donc, on voit que le sport peut maintenir un poids de corps normal ou permettre à certaines personnes en surpoids sédentaire de maigrir ou de retrouver un poids cohérent. Ça abaisse la tension artérielle, donc il y a des notions cardiovasculaires, il y a des notions aussi de limitation d'autres maladies, telles que le cancer ou d'autres maladies, auto-immunes par exemple, vous pouvez limiter leur progression. Ça renforce aussi la santé osseuse,
ça permet le bien-être mental et ça limite aussi les risques de démence. Donc, le sport permet quand même de bien vivre. Là, les activités sportives permettent de bien vivre, de bien grandir et de bien vieillir. Donc ça, il faut quand même le garder en tête tout le temps et tout le long de la présentation parce que c'est la base. Et l'idée, justement, c'est toujours revenir, entre guillemets, même si on est en recherche de performance, vers ce slide rose parce que justement, les excès nous en éloignent, malheureusement. Voilà. Le sport aussi, on a vu, c'est la santé, mais c'est aussi le bien-être psychosocial. Et donc, mon objectif, c'est absolument pas de vous casser le moral ni de dresser un tableau noir du sport. Il y a quelqu'un qui est tombé ou qui n'a pas coupé son micro. Donc, mais de vous mettre en garde simplement, parce que quand on est informé, on peut éviter de tomber dedans ou de voir un de ses amis ou un de ses athlètes qu'on encadre tomber dedans. Donc, l'idée, c'est d'éviter ces dérives pour que la pratique du sport reste un plaisir et bénéfique à la santé. Voilà, c'était pour le préambule. Alors, avant d'aborder les différents excès et les différentes, on va peut-être parler même de pathologie, j'aimerais revoir avec vous quelques concepts de base qui nous serviront pour la suite. Donc, on va rester simple et basique, mais j'aimerais qu'on partage ces concepts. Alors après, vous serez peut-être plus ou moins d'accord avec moi, mais pour moi, ils sont importants pour comprendre la suite. Le premier concept, pour moi, c'est l'alternance et la surcompensation. Bien souvent, on dit pour progresser, il faut s'entraîner. Oui, certes, il faut s'entraîner. Sans entraînement, il n'y a pas de progrès. Par contre, il ne faut pas oublier, il faut changer de paradigme. L'entraînement, la séance d'entraînement, elle vous fait régresser. Vous voyez, là, ici, je ne sais pas si vous voyez ma flèche. Si vous êtes au sommet d'une vague, vous avez fait l'entraînement, après, vous diminuez. D'ailleurs, vous savez bien, si vous avez fait une grosse séance de course à pied, une grosse séance de renforcement, après, vous n'êtes plus en capacité de reproduire la même séance dans les minutes qui suivent, puisqu'en fait, vous avez généré un stress à votre corps, et lui, il a perdu de l'énergie, il a perdu de la force, il va falloir qu'il récompense, qu'il surcompense. Donc, l'entraînement est un stress, un stimulus, mais c'est lors des phases de récupération qu'on surcompense et que l'on va progresser. Ça, c'est important parce que souvent, on a en tête, il faut que je m'entraîne, il faut que je m'entraîne dur, etc. Mais si on ne prend pas en compte ces alternances de phases de récup, on risque d'avoir un problème. Donc, pour bien avoir cette progression, cette ligne verte, il faut alterner phase de stress, donc d'entraînement, et phase de récupération. Ça, il faut vraiment l'avoir en tête parce que la récup, c'est l'entraînement invisible, c'est ce qui permet au corps de mettre en place les adaptations nécessaires pour progresser. Et donc, cette planification, elle peut se faire sur du court terme, elle peut se faire sur du long terme. Il ne faut pas oublier aussi avant les compétitions un peu d'affûtage, donc moins de volume d'entraînement. Et après les compétitions qui ont été un stress encore plus violent qu'un entraînement normalement, de la récup, et de la récup importante, pour à chaque fois redonner à son corps la possibilité de progresser. Voilà. Et la chance qu'on a, c'est que contrairement à une voiture ou à une machine, notre corps il a le pouvoir de se régénérer. Mais pour ça, il lui faut du temps. Il faut lui laisser le temps de se régénérer et les conditions pour le faire. Donc, une voiture, elle va s'user, elle va devenir obsolète, nous aussi quelque part avec la vieillesse, mais on a la chance quand même de se régénérer. Donc, il faut vraiment penser à ces phases de récupération qui sont nécessaires. C'est le premier paradigme, alternance et surcompensation. Second concept, la zone optimale de performance ou zone optimale de fonctionnement, de la ZOF. Alors pour ça, je suis inspiré des travaux de Yerkes et Dodson qui datent de 1906, donc c'est pas récent. En fait, eux parlaient du stress, mais pour moi, l'entraînement, c'est un stress, puisqu'en fait, vous stressez votre corps et il va y répondre. Et en fait, si vous le stressez un peu, il va y répondre, mais pas forcément de façon optimale. Si vous le stressez à un bon niveau, là, vous allez arriver dans une zone d'optimisation de la performance et du fonctionnement, et votre corps, il va bien fonctionner. Et si vous lui laissez le temps de surcompenser, comme on a vu précédemment, c'est parfait. Là, du coup, vous allez performer et vous allez bien le stresser et il va bien réagir. Par contre, si vous allez au-delà, là, il ne sera plus forcément en capacité de répondre. Et là, vous rentrez dans une zone de problématique. On verra ça plus tard. Mais cette courbe en U inversée, elle peut s'appliquer à beaucoup de choses. Hein. Elle peut s'appliquer effectivement au corps tout entier, à l'entraînement, mais elle peut s'appliquer à des zones particulières. Par exemple, un tendon,
Aujourd'hui, si vous n'utilisez pas un tendon, si vous êtes blessé et que vous le laissez en repos, il va se fragiliser parce que vous le sous-utilisez. Si vous l'utilisez normalement dans vos entraînements, il va se renforcer, il va être fort, il va bien fonctionner. Par contre, si vous le surutilisez, si vous allez au-delà de ses capacités parce que vous allez trop fort, vous l'utilisez trop souvent, et bien là, à un moment donné, lui, il va se blesser ou il va être plus faible parce que vous le suractivez. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, dans les soins du tendon, des tendinites, on préconise le protocole de Stanich, donc d'utiliser son tendon parce qu'il y a besoin de l'activer pour qu'il se renforce. Alors qu'avant, on préconisait le repos, mais le repos, en fait, vous êtes dans le moins et vous sous-utilisez votre tendon, en l'occurrence ici, et du coup, il ne peut pas se renforcer. Donc, l'idée de l'entraînement aussi, c'est d'essayer de rester toujours dans sa zone optimale de fonctionnement. Donc, premier paradigme, surcompensation alternance. Second paradigme, la zone optimale de performance. Ou quel niveau de stress, donc dans ce niveau de stress, on va dire quel volume d'entraînement, quelle intensité d'entraînement on peut donner pour arriver à cette zone optimale de performance. Voilà. Ni trop peu, comme dirait un athlète qui est peut-être là ce soir. Ensuite, le troisième paradigme, pour éviter de basculer dans le côté obscur, pour moi, c'est l'équilibre. L'équilibre au sens large, on l'a vu, hein, l'équilibre précédemment entre les temps d'effort et les temps de récup, pour permettre à la surcompensation de se faire, l'équilibre alimentaire, on le verra plus tard, notamment dans le syndrome Redes, pour que les apports soient conséquents et puissent équilibrer les dépenses, mais aussi un équilibre dans sa vie sociale, professionnelle, familiale et sportive. Il faut trouver un équilibre dans tout ça. Si le sport prend trop d'importance ou si à l'inverse, vous êtes obnubilé par autre chose, l'équilibre, il aura forcément un impact sur votre psychologie et il viendra impacter votre pratique sportive. Donc, il y a nécessité de trouver cet équilibre psychique, cet équilibre physique pour éviter de tomber dans les excès. Voilà, donc ça, c'est les trois principaux concepts que je voulais aborder avant de rentrer dans le vif du sujet et notamment les dérives. Voilà, attendez, je suis allé un peu vite. Donc là, voilà, on change de couleur. On était dans le rose au début, les bienfaits du sport. Là, on passe dans le noir, le côté obscur. Et la première chose qu'on va aborder, c'est la bigorexie. Donc, bigorexie, il y a quelques années, les gens n'avaient pas forcément entendu parler, ce n'était pas forcément un terme très à la mode. Là, ça le devient un peu plus parce que il y a eu quelques ouvrages, je vous en présenterai un tout à l'heure. Il y a eu quelques sportifs qui sont déclarés bigorexiques ou qui en ont parlé. Mais qu'est-ce que c'est que cette bigorexie? Bigorexie ou sportolisme, on va dire, sportolisme en référence à l'alcoolisme, donc addiction quelque part, c'est un besoin irrépressible, la définition du dictionnaire, c'est un besoin irrépressible et compulsif de pratiquer régulièrement et intensément une activité sportive en vue d'obtenir des gratifications immédiates malgré des conséquences négatives. Donc, trois choses à retenir. L'addiction, la nécessité de faire l'activité sportive, avec un objectif, obtenir des gratifications, on verra lesquelles après, et malheureusement, une conséquence négative sur la santé ou sur le psychologique. Donc, trois choses à retenir. Vous avez vu, il y a un point de départ, des récompenses, mais malheureusement une conséquence négative. Bigorexie, ça vient de big, anglicisme, qui veut dire gros, et orexis en grec, qui veut dire appétit. Donc gros appétit pour la pratique physique. Donc c'est une addiction, et ça a été reconnu comme tel, comme une maladie par l'OMS depuis 2011, comme une addiction comportementale, comme les addictions aux jeux d'argent, par exemple, aux jeux vidéo ou des achats compulsifs. C'est un comportement addictif. Donc, il y a une addiction et malheureusement des conséquences négatives. La bigorexie. Donc oui, ce que je vous disais, c'est quand le sport devient une addiction, et c'est une addiction vicieuse parce que c'est une addiction endogène. Il n'y a pas de produit extérieur. L'alcool, la drogue, le tabac, vous avez un produit extérieur. Là, il n'y a pas de produit extérieur. C'est endogène, c'est propre à vous, c'est vous qui sécrétez ces hormones. Et d'ailleurs, c'est une addiction à ces hormones. En tant que tel, on n'est pas addict au sport, ou on est addict aux conséquences du sport, donc aux hormones déclenchées par la pratique du sport. Les hormones, c'est un neurotransmetteur.
qu'on sécrète justement là, en pratiquant le sport. Il y a différentes hormones dont vous avez certainement entendu parler. On parle des endorphines. C'est la principale source d'hormones dans l'addiction à la bigorexie. Elle génère un sentiment de plaisir, d'euphorie, un peu anxiolytique, un peu antalgique. D'ailleurs, c'est pour ça que des fois, quand on a mal, qu'on est blessé, on va faire un peu de sport, ça va un peu mieux, parce qu'il y a cet effet antalgique de l'endorphine, des endorphines. Et c'est ça qui va générer cette addiction. Et donc, cette hormone, l'endorphine, va être sécrétée et elle va aller se mettre sur un neurone et donc va créer ce sentiment, elle va envoyer ce message au neurone de bien-être, en fait. Donc les hormones sont des protéines qui naviguent dans le corps et qui sont libérées en fonction de diverses, et notamment là, en fonction de l'activité sportive. Il n'y a pas que l'endorphine. Alors sachant que par exemple, dans l'alcoolisme, il n'y a pas de sécrétion d'endorphine. Pourquoi? Parce que les molécules d'alcool, enfin d'éthanol, viennent se mettre à la place des endorphines. Donc là, en fait, dans le sport, vraiment, c'est l'endorphine en elle-même à laquelle on devient addict. Il y a d'autres hormones, hein, la dopamine, qui est anti-fatigue et qui est libérée, à laquelle on devient addict aussi. Et le problème de la dopamine, c'est qu'elle, elle a une élévation du seuil qui est basale. C'est-à-dire qu'en fait, il en faut toujours plus. Donc, vous entrez dans le cercle vicieux de il faut que je mette une dose supplémentaire pour me rassasier et avoir, entre guillemets, mon shoot d'hormones. Et il y a aussi la sérotonine qui joue sur l'humeur et l'éveil. Pour vous donner un petit exemple, un pratiquant en ultra-trail, il a un taux 5 fois supérieur à la normale, notamment sur l'endorphine. Donc là, je discutais avec un copain qui vient de finir le Grand Raid. Il me dit, mais je suis gavé d'hormones, je suis super bien. Et oui, donc oui, forcément, 5 fois plus, il est gavé, effectivement. Et donc, oui, on est dépendant à ces hormones. Et c'est là où c'est vicieux. Parce que ce que je vous disais, c'est que c'est une substance endogène. L'alcool, le tabac, la drogue, à moins vraiment d'être né sur notre planète, on sait que ça aura des conséquences négatives sur sa santé. Alors, quand on se met à fumer, quand on se met à boire ou à se droguer, on le met peut-être de côté, mais 90% du temps, on sait que ça va être mauvais. Là, pour le coup, le sport, et c'est là où ça devient vraiment vicieux, c'est que le sport, c'est ce que je vous ai dit au début, normalement, c'est bon pour la santé. L'activité physique, elle est bonne pour la santé. Donc, on se met à faire du sport pour des bonnes raisons en général, et malheureusement, à un moment donné, ça bascule du côté obscur. Donc, c'est compliqué dans sa tête de se dire, mais je ne comprends pas, je fais du sport, c'est bon pour la santé, donc il n'y a pas de raison que je sois, que j'ai basculé dans une addiction ou dans quelque chose qui est mauvais pour ma santé. C'est difficile d'admettre ça pour un sportif. Et si on n'a pas l'éducation à ça, qu'on est en train de faire là, ou si on n'a pas cette connaissance, on a du mal à le comprendre. On se dit non, c'est pas possible. Le sport ne peut pas me faire ça. Le mécanisme de la bigorexie, hein, c'est le mécanisme classique de l'addiction. C'est au départ, vous êtes dans un état, vous avez un boost hormonal. Ensuite, ou donc un sentiment de bien-être. Et ensuite, vous avez le down, hein, vous retombez, il y a une désinhibition, les hormones ne font plus effet ou elles sont plus sur le neurone. Donc, on passe en mode sevrage. Donc, il y a un manque, un besoin irrépressible. Et donc, du coup, on va refaire du sport et voire plus pour rechercher ce plaisir. Pour avoir à nouveau le boost hormonal, la désinhibition, oublier les soucis. Malheureusement, on ne peut pas faire du sport non-stop. Donc, à un moment donné, quand on s'arrête, on passe en phase de sevrage, etc., etc. Donc, c'est un cercle vicieux, malheureusement. C'est un cercle en général du toujours plus, parce que, comme je vous ai dit, il y a certaines hormones qui ont besoin d'élever leur seuil pour amener le même sentiment, ou en tout cas passer le même message aux neurones. Donc, le cercle et la spirale est infernale si elle n'est pas maîtrisée. Et en général, on part d'une conduite maîtrisée avec une addiction positive. Si tout ça se passe, entre guillemets, si on fait du sport et qu'il n'y a pas de conséquences sur la santé, ou il n'y a pas de conséquences sociales ou psychologiques qu'on verra après, c'est très bien, on est dans un cercle vertueux. Mais en général, ce qui peut se passer quand on va vers l'excès, c'est qu'on passe d'une conduite maîtrisée à une addiction positive, même si le terme est un peu bancal, à une conduite excessive. Donc la conduite excessive, on va dire qu'on est dans le temporaire. De temps en temps, on va dériver, on va en faire un peu trop, ou on va avoir une période où on va se lâcher. À
la phase ultime qui est le diktat vampirisant et négatif, où là, on est complètement addict et on ne peut pas s'en passer avec les troubles négatifs de l'addiction bigorexique. Voilà. Alors, il y a différents types de bigorexie. Vous avez le sportif qui pratique pour pratiquer uniquement. Hein. Il veut faire son sport, il a besoin de son sport juste pour le shoot hormonal. Et vous avez d'autres variantes, notamment ici, le complexe d'Adonis. Donc Adonis, c'était un dieu grec ou une divinité grecque qui était très belle et qui, en fait, quelque part, le complexe d'Adonis, c'est la volonté d'avoir une bonne image de soi. Alors pour soi ou pour les autres. Hein. Et donc, d'avoir une pratique par rapport à sa propre image. Donc, sur l'illustration, on voit bien un petit peu tout. Hein. On va le voir. Vous avez là une personne qui est relativement musclée, qui dans le miroir se voit trop maigre. Donc, quelque part, il a une surinterprétation et des perceptions négatives de lui-même. Refaire du sport, mais forcément besoin d'être dans le miroir. Mais pourquoi? Parce qu'il a une obsession du corps parfait. Et du coup, sa vie sociale est centrée sur l'entraînement. Il se compare par rapport même à lui-même, mais par rapport aux autres aussi. Et puis, beaucoup de surinterprétation négative. Donc, c'est une variante, hein, mais on peut retrouver ces cas avec d'autres personnes. Hein, c'est-à-dire que d'autres personnes qui n'ont pas forcément ce besoin de ce regard extérieur peuvent avoir des surinterprétations des perceptions négatives ou une insatisfaction de leur image sans pour autant vouloir avoir le corps parfait. Mais en tout cas, il y a une mauvaise vision de soi. On se voit trop maigre, trop gros, pas assez musclé, pas assez adapté pour l'activité qu'on a. Et du coup, on va s'entraîner dans ce sens-là, mais peut-être pas pour les bonnes raisons. Et du coup, on va générer des obsessions, l'obsession de pratiquer, ou l'obsession, par exemple, de bien manger, l'orthorexie. Il faut que je mange bien, mais qu'est-ce que bien manger? Ça, on pourra en discuter. Donc, du coup, je suis obsédé par ça. Je suis obsédé par mon image que je vais redonner. Donc, sur les réseaux, on en reparlera aussi. Et il y a une nécessité dans le contrôle permanent pour chercher la perfection. Donc, ça, on le retrouve. On peut le retrouver effectivement sur des athlètes qui pratiquent le crossfit, mais on peut le retrouver sur des athlètes d'athlétisme. Vous voyez, là, Usain Bolt qui montre ses jolis abdos. Les sprinteurs aiment bien montrer leur plastique. Donc, voilà, c'est une certaine forme d'addiction à son image. Voilà. Bigorexie. Voilà, là, on tombe vraiment dans les excès. Curieusement, bigorexie, pourtant, dans bigorexie, il y a big qui est qui vient de l'anglais. Et pourtant, chez les anglo-saxons, bigorexia, c'est une notion un petit peu différente. C'est une notion qui est plus orientée vers le dysmorphisme musculaire, donc plus orientée vers des bodybuilders. Mais vous voyez quand même qu'il y a une addiction et que ces corps qui sont là, et c'est pas les pires, j'en ai trouvé des pires, mais je vous en ai fait grâce, c'est pas la normalité. Et donc, on est vraiment rentré dans un cercle vicieux et on a cette obsession du corps. Donc, c'est un peu le complexe d'Adonis poussé à l'extrême et donc vraiment qui est centré sur soi. Parce que, quand je dis, je vous ai, peut-être certains trouvent beau, hein, moi, personnellement, je trouve que c'est hors norme et pas normal. C'est un peu synonyme d'ailleurs. Mais certains vont trouver ces corps beaux. La preuve, c'est qu'ils vont dans ce sens-là. Malheureusement, on sait que pour y arriver, il y a d'autres dérives en général. Mais de toute façon, les autres dérives que j'aborderai pas aujourd'hui sont souvent liées à ces comportements excessifs, vous le savez bien. Voilà, donc là, on a un petit peu fait le tour de toutes les formes de bigorexie, donc qui sont une addiction. Voilà un petit peu les impacts que ça peut avoir. Donc, vous avez une image un petit peu humoristique, là où vous voyez monsieur qui doit être vraisemblablement bigorexique puisqu'il fait du sport à table lors d'un rendez-vous galant. Donc, il ne peut pas se passer de sport. Vous avez à droite une petite illustration qui illustre la dépendance au sport. Enfin, le sport devient un boulet. Et un livre qui est un témoignage que j'ai lu, un témoignage parmi d'autres qui vous explique un petit peu ce qu'est la bigorexie. Elle parle d'une prison sans barreaux, puisqu'en fait, elle s'est enfermée dedans. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette addiction, la bigorexie, vous n'êtes plus maître de vous, puisque vous êtes sous l'emprise de cette addiction. Et c'est cette addiction qui prend le contrôle et qui prend contrôle d'une partie de votre raison et de votre liberté. Donc, ça a des impacts psychologiques,
ça a des impacts sociaux. On le voit bien dans le livre. Je ne vais pas vous le dévoiler. Si vous voulez le lire, vous pouvez le lire. Mais il y a des moments où elle n'a pas été, où elle a été très peu au mariage de sa sœur parce qu'elle a préféré aller ramer. Elle n'est pas allée à des dîners de famille alors que sa grand-mère, c'était peut-être des dernières fois qu'elle la voyait pour aller faire un entraînement. Voilà, ça pose question. Même elle se pose question après coup. Donc, c'est vraiment des addictions qui peuvent être très fortes. Voilà. Et qui peuvent avoir des conséquences importantes. Voilà pour la partie bigorexique. On va passer ensuite maintenant à une deuxième phase de la partie excès avec le surentraînement. Surentraînement. Donc, après la bigorexie qui était une addiction, le surentraînement, qu'est-ce que c'est? Donc là, le bigorexie, je l'avais mis en vert, le surentraînement en orange. Mais bon, ça aurait pu être orange aussi, hein, la bigorexie. Le surentraînement, donc voici les deux définitions du dictionnaire. C'est un entraînement excessif qui épuise et fait perdre la forme. Alors ça doit être le Larousse ou le Robert, et l'autre, le Robert ou le Larousse. Un entraînement exagéré occasionnant une fatigue chronique. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? Il faut retenir le terme excessif, donc il va au-delà de sa propre norme ou des limites de son corps. On va revoir après ce que ça signifie. Et un entraînement exagéré qui entraîne une fatigue chronique, donc dans la durée. Donc, on va au-delà de ses limites. D'ailleurs, ça me fait penser que quand quelqu'un fait un exploit sportivement, on dit il a dépassé ses limites. Je ne suis pas sûr. Je pense qu'il vaudrait mieux dire il repousse ses limites. Parce que quand on dépasse ses limites, en général, on a un problème après. Donc voilà, ça c'était un petit bémol, mais les termes ont de l'importance. Donc l'idée de l'entraînement, pour moi, c'est de repousser ses limites, mais pas de les dépasser. Parce que si on les dépasse, voilà ce qui arrive. Tout à l'heure, je vous ai montré le premier concept, qui était le concept d'alternance entraînement-récupération. Et bien là, vous avez le concept inversé de la personne qui se surentraîne. Donc, on n'est plus en surcompensation, on est en décompensation. C'est-à-dire que, bah, vous voyez, oui, chaque entraînement génère un stress, donc un creux de vague. Et par contre, l'athlète ne prend pas suffisamment de temps pour récupérer. Donc, bah, forcément, bah, il va vers le bas et il suit la flèche rouge. Donc, pas assez de temps de récup, pas assez de temps d'adaptation. Donc là, on régresse. Et le problème, c'est qu'on régresse de plus en plus jusqu'à un niveau où le corps ne peut plus accepter la charge. Et là, on tombe vraiment en surentraînement et on verra après les conséquences que ça peut avoir. Dans la même idée, là, vous aviez quelque chose, on va dire, dans la durée. Là, on peut avoir quelque chose dans l'intensité, mais aussi même on peut prendre la durée aussi. C'est-à-dire que là, vous êtes sur la gauche, en blanc, je ne sais pas si vous voyez ma flèche, vous êtes dans la stimulation progressive. Donc là, bah, vous progressez. Par exemple, un débutant, il va commencer à s'entraîner, tout de suite, il va progresser. Ensuite, là, l'athlète de haut niveau, il va optimiser sa performance. Donc, il va être juste. Alors, on est toujours à la limite. Hein. À un moment donné, on est peut-être même sur la décroissance. Mais il va être dans cette zone-là, dans la zone bleue, pour la performance, pour être à son pic. Par contre, s'il tape trop fort en intensité ou s'il tape trop fort en volume, ou encore pire, s'il tape trop fort en volume ou en intensité, il va y avoir des pertes de capacité, l'installation de fatigue dans la durée. Et là, bah, on est mal, on va retrouver cette tendance-là jusqu'à ce que le corps dise stop complètement. Donc, attention à ne pas s'installer dans cette tendance. Pour bien comprendre ça, faut voir les différents stades de fatigue. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce qu'on a dit, s'il n'y a pas de fatigue, s'il n'y a pas de stress d'entraînement, il n'y a pas de progrès. Votre corps va rester faible, vous allez rester sédentaire, vous n'allez pas amener de stimulus à votre corps, donc il n'y aura pas de progrès. Par contre, à chaque fatigue, il faut ramener à la récupération qui va bien pour rester dans sa zone optimale de fonctionnement. Donc, quels sont les différents types de fatigue? Ça a été étudié notamment par Romain Meussen en Belgique en 2013, qui a fait pas mal d'études sur le surentraînement et sur la fatigue, justement. Donc, on va dire qu'on va commencer à gauche. À gauche, vous n'avez aucune fatigue. Donc, vous reposez. Donc, grosso modo, vous êtes sédentaire, vous n'optimisez pas votre corps, il n'y a pas d'adaptation. Ensuite, bah, vous démarrez, vous faites celui qui a l'habitude de courir, petit footing ou petit entraînement, échauffement, une fatigue modérée.
Vous arrêtez, quelques minutes après, les batteries sont revenues à leur niveau, tout va bien, le corps va bien, il n'y a pas forcément eu d'adaptation, il y a une fatigue modérée, mais elle est résorbée dans les minutes qui suivent. Ensuite, alors c'est un continuum, hein. C'est pas à partir de temps je suis en fatigue modérée, à partir de temps je suis en aucune fatigue. Ensuite, vous êtes sur ce qu'on appelle une fatigue aiguë fonctionnelle. Donc, qui va dire fonctionnelle, on est encore dans la norme. Donc, vous avez fait un bon entraînement de musculation, une séance sur piste pour les demi-fondeurs ou les fondeurs. Vous avez tapé dedans. Vous allez mettre 24-48 heures à récupérer pour effacer cette fatigue. Mais vous êtes encore dans quelque chose de normal. C'est-à-dire que là, si on reprend la courbe du début, je ne l'ai plus sous les yeux, mais vous allez pouvoir rebondir et rester dans le trend positif qui monte. Donc là, tout est normal, on est encore dans le vert. Là où ça commence à être compliqué, c'est quand on va passer dans le orange. Le orange, on arrive dans un stade qui s'appelle le stade de surmenage non fonctionnel, ou ce qu'appellent les anglo-saxons le overreaching. Là, on va commencer à générer une fatigue qui ne se récupère pas tout de suite. Ça peut être recherché par certains entraîneurs, on pourra en reparler après. C'est par exemple après un gros bloc d'entraînement, après un stage, quelque chose comme ça, et ben à la fin, tout le monde a tapé dedans, et ben normalement, tout le monde est vraiment fatigué et on n'arrive plus à totalement recompenser, surcompenser. Et du coup, il va falloir quelques jours, voire quelques semaines pour retrouver le bon niveau, pour recharger tous les accus, pour pouvoir repartir. Donc attention, quand on met ces charges d'entraînement, à bien mettre la récup qui va derrière. Sinon, on risque de se casser, enfin, de tomber dans le surentraînement, qui est le dernier stade que les anglo-saxons appellent overtraining, et là qui est beaucoup plus complexe. C'est-à-dire que là, on a vraiment trop tapé dedans trop longtemps, sans faire les récup qui vont bien. Et du coup, là, malheureusement, on se retrouve dans la perte de capacité en rouge et on va vers le bas. Voilà. Donc là, surentraînement. Et malheureusement, quand on rentre dans un stade de surentraînement, on en parlera plus tard, mais il faut parfois plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années d'arrêt d'activité ou d'activité minimum. Et même certains athlètes, ça a été des arrêts définitifs parce qu'ils ont complètement cassé leur corps et tout leur système hormonal, enfin tout était plus opérationnel pour faire une activité physique normale. Donc, l'idée, c'est vraiment d'éviter d'arriver dans cette zone rouge et même orange. Alors, orange, on peut en parler un petit peu maintenant. Et en réfléchissant, là, on sort un petit peu du truc, mais sur les charges d'entraînement, jusqu'où on peut aller. Certains entraîneurs, comme je vous disais, disent oui, il faut aller aux limites du surentraînement pour bien solliciter la personne pour qu'elle puisse rebondir. Oui, peut-être. Par contre, il faut que la personne soit en capacité de rebondir, donc de récupérer, ce qui n'est pas forcément donné à tout le monde. Il ne faut pas aller trop loin non plus, parce que sinon le rebond, il va être plus long, ou il va être plus faible, ou il va falloir vraiment du temps, ou attention par rapport à la date de la compétition. Et en plus, il y a eu quelques études qui ont été menées, notamment par le Belge Mussen, mais aussi par Yann Lemeur, qui était à la recherche à l'INSEP, qui ont montré que finalement, entre une fatigue aiguë fonctionnelle et un surmenage non fonctionnel, au final, parfois, on avait le même rebond, donc on arrivait au même niveau de performance. Donc, pour moi, alors c'est vrai que je suis plutôt prudent en tant qu'entraîneur, j'aurais tendance à rester là, quitte à m'approcher d'ici, mais d'aller dans le surmenage non fonctionnel, je trouve ça risqué. Ou alors, il faut vraiment connaître son athlète, ou il faut vraiment que l'athlète se connaisse et sache s'arrêter à temps et sache vraiment faire comment récupérer après. Donc, je pense que après, on pourra en reparler. Voilà. Mais j'ouvre un peu le débat pour la suite. Voilà, en tout cas, à vous de mesurer les différents stades de fatigue et on en reparlera après. Ils peuvent arriver aussi plus vite. Enfin, vous êtes fatigué ailleurs, la fatigue, l'overreaching peut arriver plus vite parce que vous avez d'autres contraintes par ailleurs. Voilà. Pour le surentraînement, après les stades de fatigue, il y a différentes formes de surentraînement. Vous avez le surentraînement, alors oui, le surentraînement localisé physique. On appelle ça la blessure. Oui, alors vous cassez la jambe, vous faites une entorse en prenant le pied soit sur le bord de la piste, soit sur une racine entraille.
Ben là, c'est pas de chance, c'est un accident. Donc, on ne peut pas dire que l'accident soit lié à l'entraînement, enfin, en tout cas, ou à la compétition, mais pas en tout cas à la forme d'entraînement. Mais par contre, il y a des blessures qui sont des blessures de surutilisation ou de surménage. Vous avez une tendinite parce que vous avez peut-être trop tiré, comme on en a parlé tout à l'heure du tendon, trop tiré dessus ou mal tiré dessus ou trop longtemps, trop de volume, trop d'intensité. Donc là, quand même, c'est un surentraînement localisé. Il y a un morceau du corps qui dit stop ou qui n'a pas résisté à l'intensité ou à la contrainte. Donc, il faut quand même y réfléchir. Et pour moi, entre guillemets, le meilleur exemple du surentraînement localisé, c'est la fracture de fatigue. Parce que la fracture de fatigue, en fait, quelque part, en fait, c'est la petite goutte sur le caillou. Au bout d'un moment, petite goutte, paf, elle commence à faire un trou. Là, pareil, les impacts, les répétitions, la fracture de fatigue, elle arrive après trop d'impacts, trop de répétitions. Donc, quelque part, vous avez surentraîné, sursollicité une zone. Donc, ça, il faut le prendre en compte quand même. Même si, dans l'acceptation générale, le surentraînement, c'est plus un état général physiologique. On est allé trop loin dans la fatigue, on n'a plus de force, plus d'énergie, on commence à faire des blessures, on verra après, on a des débuts de blessures, on commence à déprimer ou on n'a plus de jus, on est complètement amorphe. Voilà, ça c'est ce qu'on entend plus généralement comme surentraînement, comme terme de surentraînement. Après, alors ça c'est ma conception, je classe aussi le burn-out, alors qui peut souvent aller de pair avec le surentraînement. Le burn-out, je le vois plus comme un aspect mental des choses. Pour moi, il est plus psychique. On peut avoir, par exemple, un burn-out au boulot parce qu'on en a trop, parce que c'est trop répétitif, parce qu'on n'arrive plus à tout gérer. Là, c'est pareil. Au sport, c'est trop monotone, on fait tout le temps la même chose, il y a trop de pression. À un moment donné, c'est l'esprit, c'est le psychologique qui lâche. Donc, même si les deux sont liés, je distingue un peu ces différentes formes parce que des fois, vous avez des sportifs qui sont en burn-out alors que physiquement, ça va bien, puis d'autres qui sont en surentraînement. Alors, généralement, le moral, il ne va pas bien quand vous êtes en surentraînement, mais qui, finalement, dans la tête, ils ont envie de s'entraîner, mais c'est le corps qui suit. Donc, il y a quand même ces deux choses à prendre en compte. Et il y a certains sportifs qui l'ont évoqué, hein, je vais les citer, j'en citerai d'autres après. Je vais citer des sportifs de haut niveau parce qu'ils sont connus. Il y a Mimi Kotka, une sportive ultra-traileuse, qui a parlé qu'à un moment donné, son corps a lâché. Elle ne pouvait même plus sortir de son canapé, elle n'en pouvait plus, quoi. Vous avez Tom Dumoulin, qui a gagné le Giro en cyclisme. Pareil, il a arrêté, mais lui, c'était dans la tête. Il n'en pouvait plus. Psychologiquement, il a fait un burn-out. Voilà, c'est des exemples de sportifs. Et c'est aussi peut-être pour ça qu'on en parle plus, parce qu'ils ont osé le dire, alors que pendant des années, et c'est encore maintenant le cas souvent sur des sportifs pros ou des équipes pros, on minimise ou on dit oui, il a quelques blessures ou des choses comme ça, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus profond. Voilà pour le surentraînement. On va passer à la partie RED-S ou LEA. RED-S, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est plus récent. Peut-être que vous en avez entendu parler, c'est assez à la mode aussi. C'est le Relative Energy Deficiency in Sport Syndrome. Donc, grosso modo, en français en dessous, c'est écrit en dessous, le syndrome de déficit énergétique relatif dans le sport. C'est simple en fait, hein. Vous n'avez plus d'essence. C'est pour ça que j'ai mis une photo, c'est d'actualité en ce moment. Vous n'avez pas assez d'apport énergétique, on n'a pas amené assez d'essence au corps et il dit stop à un moment donné. Donc ça s'appelle LEA aussi parce que c'est le low carbohydrate, donc ça c'est les glucides, donc c'est l'énergie, and energy availability, donc une faible disponibilité en énergie, donc en glucides, donc en carburant. Comment ça se passe? C'est très simple, le processus il est super simple. C'est de la compta, hein. C'est un bilan, produits, dépenses, voilà, c'est tout simple. Il est déséquilibré. Donc d'un côté, vous avez les calories entrantes, ce que vous mangez, on en reparlera après, et de l'autre côté, les calories sortantes, ce que vous dépensez. Donc vos apports énergétiques, qui sont l'alimentation. Donc effectivement, vous avez tout ce qui est vitamines, les choses qui sont bonnes pour la santé, mais aussi les macronutriments, donc les lipides, les glucides qui apportent de l'énergie par l'alimentation. Et en face, toutes les dépenses énergétiques. Donc vos activités quotidiennes, marcher, aller bosser, respirer, le métabolisme de base. Et là-dedans viennent s'ajouter vos activités sportives. Donc il faut, en théorie, que la balance soit équilibrée. On peut, dans certains cas, tolérer une balance alimentaire déséquilibrée. C'est notamment le cas pour les personnes en surpoids. Vous allez les mettre en légère activité sportive, vous allez réduire leur alimentation, et forcément,
ils vont maigrir, et donc là, c'est positif. Le problème, c'est que notre sportif, en général, il a déjà une masse maigre très faible, une masse grasse très faible. Donc, du coup, ses réserves sont limitées. S'il commence soit à limiter son alimentation, soit à maintenir son alimentation, mais augmenter son activité quotidienne sportive, là, bah, la balance se déséquilibre et va commencer à avoir une perte de poids et on va être dans une problématique. Alors, quelle problématique on va avoir? Ça, ceux qui ont cherché un peu sur ce qu'est le syndrome RED-S, on retrouve souvent ces slides-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont été édités par la plupart des organes médicaux des comités olympiques. Donc là, je vous ai montré en haut à gauche, vous avez celui de l'anglais, british, et en bas à gauche, celui du suisse, mais ça a été reporté dans d'autres. Les conséquences sur la santé de ce RED-S, donc de ce déficit d'apport énergétique. Vous avez des conséquences, bah, on va les tourner, mais sur l'immunologie, bah, vous chopez plus de cochonneries, enfin, les virus, etc. Gastro-intestinal, bah, oui, la flore intestinale va être moins en forme, donc bah, ça va jouer aussi avec l'immunologie, puisqu'on sait que la flore gastro-intestinale est garante de l'immunologie. Cardiovasculaire aussi, à un moment donné, bah, le cœur aussi, hein, c'est un muscle, il a besoin d'énergie, donc ça va être compliqué. Ça a un impact psychologique. Forcément, à un moment donné, ça joue sur le psychologique, on en parlera plus tard. Ça peut poser des problèmes au niveau de la croissance et du développement, notamment pour les jeunes, enfants ou ados. Sur le sang aussi, métabolique, endocrinien. Et pourquoi on connaît le RED-S, enfin le syndrome RED-S? Ben, pourquoi? Parce qu'avant, en fait, il s'appelait le syndrome de la triade de l'athlète féminine. Puisqu'en fait, ou de la femme sportive. Et en fait, on détectait ce syndrome avec les menstruations, puisque en fait, la femme sportive faisait une aménorrhée, parce qu'en fait, le fait de ne plus manger bah, avait généré des troubles hormonaux, hein, c'est ce qu'on a vu, endocriniens et hormonaux, et donc venait à réduire le taux d'œstrogène, donc il n'y avait plus de règles. Et ben, forcément, donc moins d'apport alimentaire, pas de règles. Les règles, c'était aussi ben, l'œstrogène, pas d'œstrogène. L'œstrogène, c'est ce qui limite l'action des ostéoclastes. Donc en fait, les os sont en perpétuelle reconstruction grâce à des cellules. Il y a des cellules qui les construisent, les ostéocytes, les cellules qui les détruisent, les ostéoclastes. Et l'œstrogène, limite l'action des ostéoclastes. Et là, il y a moins d'œstrogène. Donc, les ostéoclastes, elles s'en donnent à corps joie et du coup, elles viennent obérer la santé osseuse, d'où un risque d'ostéoporose. Donc là, c'était anciennement la triade de l'athlète féminine et qui posait problème. Triade, pourquoi? On avait ces 3 points-là. Maintenant, on a élargi avec d'autres conséquences et ça ne s'adresse plus forcément qu'aux femmes. Bon, bien sûr, sur les menstruations, oui, mais pour le reste, ça peut être masculin comme féminin. Et la petite chose à noter, c'est que le psychologique va dans les deux sens. C'est-à-dire que le psychologique influence la prise alimentaire et la prise alimentaire influence le psychologique. Voilà, ça c'est pour les conséquences sur la santé. Bon, il faut que j'accélère parce que je suis à la moitié. Alors, les effets sur l'activité, et ça, vous pouvez le retenir parce que ça donne déjà des indices pour savoir si un de vos athlètes ou si vous commencez à basculer, notamment dans un syndrome RED-S. On a une augmentation du risque des blessures, une baisse de la performance aérobie, on a une baisse de la force musculaire, une baisse du stock de glycogène, on peut faire de la dépression, on commence à être irritable, on a une baisse de la concentration et des coordinations pendant les entraînements et un jugement affaibli. Donc ça peut se voir en fort co, quelqu'un qui fait plus les bonnes passes ou quelqu'un qui a du mal à jouer pied gauche alors que d'habitude il est à l'aise pied gauche au foot, ou en saut, sa course d'élan est plus coordonnée. Voilà, ça c'est des symptômes ou c'est des effets qui peuvent laisser penser qu'il y a un RED-S qui s'installe. Donc on a fait le tour des différentes pathologies. Malheureusement, l'effet qui se coule ou l'effet bonus, c'est que ces pathologies, elles peuvent être interdépendantes et se générer les unes des autres et s'intensifier. Oui, hein, normalement, un bigorexique, il a envie de s'entraîner de plus en plus. Donc forcément, qu'est-ce qui se passe quand on s'entraîne de plus en plus? On risque de se surentraîner. Un bigorexique, par exemple, avec une tendance du complexe d'Adonis, il fait attention à son corps, il s'estime trop gros, il va manger moins. Et puis il va continuer par contre à s'entraîner beaucoup. Du coup, il va tomber peut-être dans un syndrome RED-S. Donc voilà, vous voyez, malheureusement, ces pathologies peuvent s'auto-entretenir, voire se démultiplier, donc il faut être vigilant à ce niveau-là.
Donc, on a vu les concepts, on a vu les excès, on a donné des définitions. Maintenant, on va voir ce qui peut favoriser l'apparition de ces déviances, on va dire. Les facteurs favorisants. En premier point, donc là, on est dans le rouge, puisque c'est ce qui va favoriser ces pathologies. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout le monde, tout pratiquant dans le sport peut être touché. Personne ne peut se dire à l'abri, on peut avoir des accidents de parcours, ça peut arriver. Néanmoins, il y a des contextes qui peuvent être favorables ou qui peuvent être des terrains favorables à l'apparition de ces pathologies. Donc, on a des facteurs intrinsèques, donc qui sont propres à l'athlète et qui ne dépendent que de l'athlète. Pour ça, vous avez un portrait robot de l'athlète, hein, si on peut dire, même s'il est difficile à évaluer, puisqu'en fait, il n'y a pas forcément d'âge. On peut trouver des bigorexiques, des surentraînés très jeunes, parce que on veut faire de l'élitisme, et puis les enfants s'entraînent fort ou les ados s'entraînent fort, mais aussi âgés. Sexe, a priori, autant d'hommes que de femmes. Alors peut-être sur la bigorexie, plus d'hommes. Sur le REDS, on l'a vu, c'est ancienne triade de l'athlète féminine, plus de femmes, mais on en trouve dans chaque côté. Ce qu'il faut noter aussi pour l'âge, je reviens sur l'âge, excusez-moi, c'est que attention aux ados, parce que les ados, ils sont à une phase de croissance où ils sont plus sensibles aux addictions. Donc, c'est une période de développement où, justement, les neurones vont être plus appétents à ces shoots d'hormones. Donc, il y a une sensibilité accrue à la dépendance, donc au côté bigorexique. Donc, attention à être vigilant. Le portrait robot du bigorexique ou du surentraîné ou de la bigorexique ou de la surentraînée, en général, ça peut être un perfectionniste, quelqu'un d'assez rigide dans son caractère, ou à l'inverse, quelqu'un qui est en manque de confiance en soi. C'est en général aussi un hyperactif, ou à l'inverse, un dépressif et qui va chercher un palliatif dans le sport. Et on en trouve à tout niveau de pratique. On peut en trouver dans du sportif loisir, qui ne font jamais de compétition, mais ils peuvent être par exemple attirés que par leur image. Voilà, hein, c'est du loisir. Ou du haut niveau, hein. Comme j'ai déjà cité quelques athlètes de haut niveau, il y en a d'autres, hein. Il y a Bixente Lizarazu qui a avoué être bigorexique, même si on ne sait pas les conséquences négatives sur sa vie. Il y a Arthur Vichot, champion de France de vélo, qui a ruiné sa carrière à cause de ça, et il l'a dit, hein, surentraînement. Et on en a d'autres, des athlètes, même locales, moins à haut niveau, mais qui ont avoué, ou qui ont eu le courage de dire, de déclarer ces déviances ou ces pathologies, quoi. Quant au nombre, on voit de tout, hein. J'ai lu pas mal d'études, on voit ça touche 1% de la population, 25% d'une catégorie de pratiquants, on voit même jusqu'à 60%. Je pense que c'est un peu excessif et en fait, il y a peu d'études. Et les études, si vous lisez bien les études, il faut regarder à qui ça s'adresse. Des fois, c'est des études qui sont que sur des sportifs de haut niveau, que sur certains types de sports. Donc, pour moi, il y a quand même un certain nombre. Heureusement, ce n'est pas la majorité, mais j'ai l'impression que ça augmente. Et de toute façon, il y aura de plus en plus d'études, donc on aura une idée plus importante du nombre de gens qui sont touchés par ces pathologies. Ensuite, les motivations. Donc, toujours dans les facteurs intrinsèques, on va passer vite là-dessus, je vous laisse regarder, mais quelles sont les motivations à pratiquer trop ou à rentrer dans une addiction? Vous avez le besoin de répondre aux critères de beauté de la société, on l'a vu, le complexe d'Adonis, de se réaliser à travers des résultats, de combler une ancienne addiction. Oui, ce que je n'ai pas dit dans le portrait robot, quelqu'un qui a été addict à l'alcool, au sport, et il y a certains, notamment trailers, ultra-trailers, Antoine Krupikas, c'est un ancien, il l'a évoqué dans sa biographie, donc encore une fois, je le cite, hein, un ancien toxicomane qui s'est mis au sport et qui a redérivé dans l'addiction au trail. Donc, un besoin de combler une ancienne addiction. Donc, ça, c'est un profil type. Besoin de combler le manque d'endorphine, un peu dans le même schéma que l'addiction. Il y a aussi la pression médiatique sociale, on en reparlera après. Le besoin de se valoriser, combler un manque affectif aussi, ou professionnel, et la sensation d'être trop gros, pas assez musclé, on l'a déjà évoqué par ailleurs. Ça, c'était les facteurs intrinsèques qui peuvent vous amener à ces dérives ou déviances. Vous avez aussi des facteurs extrinsèques, donc extérieurs à l'athlète, l'environnement, le terrain favorable, qui peuvent faciliter ce passage vers ces addictions ou trop de sport. Alors, quelles sont-elles? C'est les activités pratiquées. Il y a malheureusement des activités qui sont plus à risque,
surtout des activités d'endurance qui nécessitent un fort volume d'entraînement et on retrouve souvent des surentraînés. Vous avez la course à pied, le trail, notamment l'ultra-trail, le triathlon qui est un gros générateur de surentraînés ou de bigorexiques, le ski de fond aussi, le rameur, l'aviron, beaucoup de sports qui nécessitent un volume important. Vous avez aussi les sports à catégorie de poids, hein, j'ai mis la boxe, le judo, parce que parfois il faut aller à faire des pratiques extrêmes. Les jeunes parlent de sèche, ou moins manger pour faire le poids, pour être dans sa catégorie, mais par contre, ces pratiques peuvent engendrer une pratique récurrente qui va faire tomber dans le REDS ou faire tomber dans des déviances comportementales vis-à-vis de la pratique sportive. Donc ça, c'est par rapport aux catégories de poids, mais vous avez aussi des sports où le poids a un avantage, hein. Des sports gravitationnels, aussi la course à pied, hein, plus vous êtes léger, plus vous courez vite aussi. Le saut à ski, peu évoqué, mais vous avez beaucoup d'anorexie, et même chez les hommes, dans le saut à ski, parce que là, on est à la quête du moindre gramme. Et puis la gym, même le saut en hauteur, dans l'athlétisme, vous avez des hommes et des femmes qui deviennent un peu anorexiques ou dépendants, enfin, raides, on va dire, tendance raides. Et enfin, les sports où l'apparence physique compte, donc la danse, le patinage, la gymnastique, et des sports où on a un peu un mix de tout ça, qui sont le fitness ou le crossfit. Très à la mode en ce moment, le crossfit, qui génère beaucoup de bigorexie et beaucoup de raidesse aussi parfois. Donc, et de surentraînement aussi, que ce soit des surentraînements même localisés ou généraux. Voilà pour les terrains favorables, les activités qui peuvent générer ces déviances. L'environnement, enfin, l'environnement de l'athlète aussi peut conduire à ces dérives, hein. Alors, un coach ou un club qui met un peu trop la pression, une famille, notamment je pense pour les enfants, dans le tennis, hein, ou dès le plus jeune âge, on met la pression, il faut aller t'entraîner, c'est plus important que l'école, etc., etc. Ou l'environnement, hein, votre environnement qui vous pousse à vous surpasser ou à aller tout le temps s'entraîner. Ou l'environnement, vous avez aussi la photo en bas, l'environnement du Marathon Boy en Inde, où le petit garçon là, était devenu une bête de foire, on l'a fait courir. D'ailleurs, pendant une épreuve de plus de 60 km, il s'est évanoui. Donc, je ne sais pas ce qu'il est devenu, je ne suis pas sûr que c'était très bon. On a les mêmes exemples aussi dans la musculation. On voit des très jeunes enfants faire des snatchs ou des épaules jetées avec des poids hallucinants. Bref, donc l'environnement. Vous avez les sponsors aussi, hein, qui peuvent pousser l'athlète, alors plus l'athlète de haut niveau, à s'entraîner ou à tomber dans des dérives, les pressions médiatiques et la nature des compétitions, parce qu'une compétition couperait, ou si vous avez une compétition qui vous qualifie ou qui vous permet d'aller au-dessus, vous mettez la pression vous-même et puis ça vous oriente vers les dérives. Donc tout ça peut orienter vers une des déviances si on n'y prête pas attention. Et bien sûr, l'aspect social, hein, et financier. Si le sport, c'est votre moyen de gagner votre vie, à un moment donné, vous avez peut-être des fois plus le choix et vous dites, il faut que je m'entraîne, il faut que j'en donne plus pour essayer de gagner ma croûte à la fin du mois. Donc, pour certains sportifs de haut niveau, surtout sur les sports moins médiatiques, c'est compliqué. Donc, la dérive est parfois plus facile. La mentalité aussi. Là, je pense que ça fera les 2 prochains slides feront peut-être réagir. La mentalité, le fameux no pain, no gain. En fait, qui est souvent compris, comme on va faire un peu d'anglais sur cette diapositive-là. Ça fait 1 heure. Je peux continuer encore, Yannick? Ouais, ok. Bon, je pense que j'en ai encore pour 20 minutes. Qui est souvent compris comme no pain without, no gain without pain. C'est-à-dire, pas de gain sans douleur. Mais c'est pas vrai. Enfin, oui, effectivement, il faut faire un effort pour pouvoir progresser avec la récupération qui va avec, mais tous les gains ne sont pas liés à la douleur. Il faut s'enlever ça de la tête. Et l'autre slide ici, là, c'est no brain, no gain. C'est-à-dire que si on fait de l'effort sans réfléchir, sans mettre la bonne récup, là, pour le coup, on est sûr d'aller dans le mur et de ne pas avoir de gain. Donc, on a parlé tout à l'heure jusqu'où on va au niveau de la fatigue. Oui, il faut de la peine, il faut de l'effort, mais par contre, il faut aussi du brain, du cerveau, réfléchir comment on fait cet effort, comment on le planifie. Il faut s'entraîner fort pour réussir fort, surtout au niveau, mais par contre, il faut mettre la récup qui va derrière. C'est pour ça que moi, j'ai un peu cette phrase qui est « not enough recovery », donc pas assez de récupération, augmente le risk of injury, augmente le risque de blessure. Donc, et quand on est blessé, on ne peut plus s'entraîner, ou si on s'entraîne parce qu'on est blessé, c'est que là, on est bigorexique ou qu'on a un problème. Voilà.
Donc, le tout, encore une fois, on en revient au paradigme de base, trouver l'équilibre et trouver l'alternance. Voilà. Et le slide suivant, puisqu'on est dans les facteurs favorisant ces déviances, les réseaux sociaux qui sont plus récents ou les outils connectés, puisqu'en fait, ces réseaux sociaux, ça permet de s'exposer. Donc, c'est en quelque part le syndrome Adonis virtuel. Et en plus, on a des récompenses, comme un système d'addiction. Les likes, le like, c'est une récompense, c'est un encouragement. On a un encouragement en retour. Et c'est le même phénomène d'addiction que celui de la bigorexie. Le like, c'est addict, on est content, on est valorisé. On a cette euphorie de like. Et plus on a de likes, plus on est content. Et d'ailleurs, je vous recommande de ne pas mettre en push, parce que chaque fois que vous avez un push, vous avez un like, mais vous entretenez cette addiction. Et d'ailleurs, il y a pas mal de tests qui sont bien faits sur les réseaux sociaux qui encouragent dans ce sens-là. Donc, soyez vigilants par rapport à l'usage des réseaux sociaux. Et moi, ce qui me perturbe, je vais vous donner un exemple, je ne vais pas citer la personne, mais j'ai souvenir d'une ultra-traileuse athlète élite qui prend le départ d'une course il y a 1 an ou 2, avec 2 fractures de fatigue, qui s'en vante sur les réseaux et qui se blesse à nouveau en plus, avec, je crois, une fracture déplacée, enfin, limite, pendant la course. Mais elle le finit. Et elle met sur les réseaux sociaux, elle se valorise. Et ben, elle a plein de likes, et elle a des réponses, c'est tes machines, c'est super, respect, etc. Ouais, ok, mais est-ce que médicalement, c'est bien de l'encourager? Je ne suis pas sûr. À vous de juger, à vous de mettre en… Est-ce qu'on est vraiment dans l'équilibre? Est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire pour l'athlète? Je ne sais pas. Et de l'autre côté, vous avez donc d'un côté les réseaux sociaux avec leur déviance, et de l'autre côté, les outils connectés qui forcent quelque part à faire toujours plus, toujours la course, toujours dans la comparaison systématique. On a un nouveau daylight, donc c'est addictif. On se surpasse, on sort peut-être du plan, on ne fait pas la récup parce que le copain il a fait une sortie de 150 km en vélo la veille, moi je vais lui en mettre 160, puis je vais lui prendre tous ses coms, pour ceux qui parlent Strava. Donc l'idée, c'est de rester raisonnable. Je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser, moi je les utilise, ces réseaux. Il faut les utiliser à bon escient, il faut savoir déconnecter si nécessaire, et il faut peut-être penser, je ne sais pas si ça existe, tu me diras Yannick, à une formation. Je sais que ça existe dans d'autres fédérations parce qu'il faut éduquer les athlètes, surtout les athlètes jeunes et qui sont destinés peut-être à faire de la compétition à haut niveau, les éduquer pour le bon usage de ces réseaux sociaux qui peuvent être des super outils, j'en conviens, mais qui peuvent être aussi un accélérateur de déviance. Hop. Voilà, on a fait le tour, on va passer sur la note positive, on revient dans le vert. Prévenir et diagnostiquer. Ce qui est toc. Prévention et diagnostic. Comment on peut prévenir? Le malheur, c'est que pour la bigorexie, pour le surentraînement, il n'y a pas de test. On ne va pas vous mettre un coton-tige dans le nez, on ne va pas vous faire une prise de sang et on va vous dire « Ah, monsieur, madame, vous êtes bigorexique, stade 2, stade 3, ou vous êtes surentraîné, retournez à votre maison. » Non, malheureusement, comme je disais tout à l'heure, c'est un continuum et il n'y a pas un indice qui peut vous dire « Vous êtes bigorexique, vous êtes surentraîné ». REDES, ça se voit un peu plus quand vous avez une personne rachitique qui se présente à vous, même si des fois il le camoufle, ça peut se voir, mais pas toujours. Pas toujours. Donc, même si une prise de sang peut donner des tendances, ça ne vous dira jamais si vous êtes surentraîné. Ça peut vous faire remonter des carences, si on les cherche, parce qu'il faut chercher quand même beaucoup de choses, mais les carences, est-ce que, si vous avez une fatigue par exemple, est-ce que la fatigue est due à la carence ou est-ce que la carence est liée au surentraînement, la poule et l'œuf. Voilà. Et puis après, pour vraiment, quand on est en surentraînement et qu'on fait des prises de sang, il faut aller chercher des trucs très précis qui sont très chers sur les analyses de sang et qui sont plutôt réservés aux pros. Donc voilà. Donc, malheureusement, il n'y a pas d'éléments précis. Donc, à vous, c'est pour ça que j'ai mis une boîte de Cluedo, de chercher les indices, de les recouper pour voir les tendances et voir ce qui s'installe chez l'athlète ou chez vous pour savoir si vous prenez le mauvais chemin de la bigorexie ou du surentraînement. Donc, quels peuvent être les indicateurs de suivi objectif? En préventif, vous pouvez mettre un suivi de la fréquence cardiaque de repos, la VFC pour ceux qui connaissent, ou HRV, donc la variabilité cardiaque, on peut en reparler plus tard, mais je ne vais pas noter, mais qui reflète en fait l'activité du système nerveux, donc qui peuvent donner des tendances. Mais attention, parce qu'une EFC qui baisse,
ça peut être bon signe, ça peut être un signe de bonne adaptation à l'entraînement. Donc, vous dites, chouette, je progresse, j'ai bien géré mon entraînement. Mais ça peut être aussi un signe de surréaction du système nerveux autonome et qui marque un début de fatigue. Donc, pareil, il faut être vigilant sur les indicateurs. Mais en les regroupant, si vous prenez par exemple la fréquence cardiaque, la quantité de sommeil, ça c'est facile à mesurer. Si vous n'arrivez plus à dormir, vous dormez plus de 3-4 heures par nuit, alors que d'habitude vous dormez 8, il y a peut-être un problème. Le poids, pareil. Et le taux de masse grasse, si vous maigrissez de façon forte, alors que ce n'est pas prévu, il y a peut-être un problème. Ou l'inverse, si vous grossissez, il y a peut-être, ça a une signification. Et les performances aussi. Et si vous lanciez à une certaine distance que vous n'arrivez plus à lancer à l'entraînement, alors que d'habitude c'est facile, ou si vous couriez à telle allure que c'est plus possible, c'est des choses à mettre en corrélation. Un seul indice ne vous donnera pas forcément une tendance. La somme des indices vous la donnera. Donc ça, c'est les indicateurs objectifs. C'est facile, vous pouvez le faire, le suivre, il y a des applis qui permettent de le faire, ou un petit tableau Excel, ou un petit cahier à l'ancienne. Il y a des indicateurs subjectifs. Là, on a vu tout à l'heure, il y avait la quantité de nourriture ou le poids. Là, vous avez la qualité de nourriture, de l'appétit plutôt. Si vous n'avez plus de plaisir à manger, donc du coup, vous mangez moins. Si votre sommeil, vous dormez encore 6-7 heures, mais vous êtes réveillé tout le temps, puis il n'est pas réparateur, ça commence à être problématique. Vous n'avez plus envie d'aller vous entraîner, vous êtes maussade, voilà, ça aussi, ça peut, si tout va de pair, c'est quand même pas bon signe. Et vous avez l'échelle de Borg. Alors, ceux qui sont au club ou ceux avec qui je travaille sur l'entraînement, ils le connaissent. C'est une échelle de perception de l'effort. C'est intéressant parce que ça permet, par exemple, si sur un petit footing, vous commencez à dire ça commence à être difficile, alors que d'habitude, c'est modéré, et là, il y a une tendance qui se met en place aussi. Donc, ça, c'est subjectif. C'est à l'athlète de suivre ça et de se dire, là, j'ai une perception qui est moins bonne. Et encore une fois, il faut le suivre. Alors, il ne faut pas forcément tout suivre. Il ne faut pas que ça devienne une nouvelle addiction, le suivi de ces indicateurs. Mais je pense que vous faites vos popotes là-dedans. Vous en prenez un ou deux ou trois. Enfin, pas un c'est trop juste, mais deux ou trois. Et puis, vous les suivez. Et puis, quand les trois commencent à être en tendance négative, faut commencer à s'inquiéter ou à prendre des mesures. Ensuite, en dehors de tout ça aussi, il faut être à l'écoute de soi, de son corps, et à l'écoute de ses athlètes, pour ceux qui sont entraîneurs, pour détecter des signaux faibles, des attitudes, des messages corporels, des non-dits. Mais avec bienveillance. C'est-à-dire que si vous voyez un athlète, tu n'es pas dans tes temps, tu ne pas lui dire tu es nul, tu n'avances pas, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est tiens, tu n'arrives pas, tu as l'air fatigué quand tu arrives, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, c'est important d'être bienveillant, d'être dans la confiance, mais sans forcer l'intimité de l'athlète, mais d'essayer de comprendre quel mécanisme il y a derrière, ce qui ne fonctionne pas. Si c'est vraiment parce que c'est une fatigue ponctuelle, il s'est couché tard hier, ce n'est pas très grave. Par contre, s'il y a d'autres problèmes, faut l'intégrer, il faut essayer de le prendre en compte. Donc, une fois qu'on a détecté ces problématiques-là, si on a des signaux, et c'est des signaux faibles qu'on peut voir, je reviens sur les réseaux sociaux, on peut le voir en vrai quand on voit l'athlète, mais on peut le voir sur les réseaux sociaux. Parfois, moi, j'arrive à ressentir des tendances de certains athlètes, comme ils s'expriment plus comme d'habitude, ou il y a des choses où ils surpostent, c'est bizarre. C'est des signaux faibles, alors que vous pouvez voir, c'est des non-dits, mais voilà, il faut être attentif, je pense. C'est le rôle de l'athlète ou c'est le rôle de l'entraîneur d'être attentif et de ressentir ces choses-là. Mais une fois que vous avez les signaux qui vous donnent des indices comme quoi on passe dans une bigorexie ou dans un surentraînement, dans un REDS, là, il faut passer à l'étape supérieure, qui est le questionnaire. Le questionnaire, alors vous avez différents types de questionnaires. Vous en avez un traditionnel, puis un pour le running, qui vous permet, entre guillemets, d'objectiver les choses. C'est-à-dire que vous aviez des tendances, oui, là, je dors moins bien, je mange moins bien, je perds du poids, etc. Là, si vous allez au bout du questionnaire et que vous avez un score, ça vous quand même donne une bonne tendance. Et on peut se poser des questions. D'ailleurs, juste pour une anecdote, quand ce soir j'ai dit à ma fille que je faisais une conférence, elle m'a dit « Tu fais une conférence pourquoi ?» J'ai dit sur la bigorexie. Elle me dit « Mais toi, tu fais du sport tous les jours, tu es bigorexique alors ?» Donc du coup, je me suis gratté la tête et je me suis dit ouais, un point, tu marques un point, enfin presque tous les jours. Mais après, je me suis rappelé de la définition, je me suis dit il y a une addiction, mais des conséquences négatives. Et je me suis amusé à faire le questionnaire. Et en fait, je me suis rendu compte que oui, j'ai une certaine forme d'addiction, mais je pense que tous les sportifs ici présents, s'ils pratiquent, ont une certaine forme d'addiction. Par contre, je n'ai pas le côté négatif, je ne me blesse pas, je n'ai pas de problème au niveau social ou sur des amis, etc. Donc,
le questionnaire m'a dit je ne suis pas, et puis mes indicateurs sont plutôt corrects. Donc voilà, à vous aussi de vous tester de temps en temps, de façon objective, il ne faut pas se mentir à soi-même. Moi, la réflexion de ma fille m'a interrogé sur le moment. Je me dis, tiens, oui, peut-être, il faut que je regarde. Vous aussi, et vous faites-le aussi avec vos athlètes. Voilà. Il faut rester attentif. Donc, vous avez ce questionnaire pour la bigorexie running, pour d'autres, et sur le surentraînement. Alors, sur le surentraînement, c'est un questionnaire plus long. Il a été adapté il y a quelques années pour la FFA avec 30 questions. Le questionnaire original, il en fait 54. Et quand vous avez tout répondu, si vous avez un score qui dépasse tant, vous êtes à de très fortes probabilités surentraîné. Voilà un peu les tendances. Donc, si vous avez des indicateurs qui dérivent, faites ces questionnaires ou faites-le faire à vos athlètes. Et là, malheureusement, ça risque de donner une tendance ou de concrétiser une tendance que vous êtes en phase de surentraînement ou bigorexique ou sur un REDES. Donc, en prévention, je vous laisserai regarder, c'est les iconographies de Yann Lemeur. C'est l'athlète, hein, donc on va revenir rapidement, puis après, de toute façon, là, j'arrive sur la fin, on va voir comment on traite, mais il faut pour prévenir, c'est optimiser la récupération, le sommeil, la nutrition, remplir ses questionnaires émotionnels ou psychologiques quand on a des doutes, accepter de s'entraîner moins quand on a une fatigue, s'entraîner moins quand on est malade. Et le coach, c'est communiquer, on l'a vu, essayer de ressentir. La monotonie aussi, éviter la monotonie, alors pour soi ou pour les athlètes qu'on entraîne, parce que la monotonie entraîne le surentraînement ou le burn-out. Et puis, avoir conscience de ce qui se passe à l'extérieur. Le sportif n'est jamais qu'un sportif. Hein, c'est un homme ou une femme, il a une vie sociale, il a un boulot, il a une famille. Donc, ce qui se passe à l'extérieur peut avoir une influence sur la pratique sportive. Et individualiser la charge d'entraînement. Parce que, on l'a vu, dans les récupérations, chacun est différent, chacun peut encaisser une charge différente et chacun peut la récupérer. Et même une personne ne récupérera pas une charge de la même façon à tout moment de l'année, en fonction de son contexte, de sa charge de boulot à côté. Donc ça, il faut l'intégrer. Une fois qu'on a prévenu et diagnostiqué, si malheureusement on détecte quelqu'un qui a dérivé, ou si soi-même on est dérivé, il faut aller plus loin, il faut aller dans le traitement, et on va arriver au bout là, de la présentation. Mais avant le traitement, le meilleur des traitements, ça reste quand même la prévention. Parce que une fois que ces pathologies sont installées, quand elles sont installées durablement et profondément, ce sont des pathologies complexes à traiter parce qu'il y a quand même un aspect psychologique et ça peut être lourd et ça peut avoir des conséquences très graves. Donc, du coup, il vaut mieux les éviter, comme toute pathologie, vous me direz. Mais bon, là, celle-là particulièrement. Néanmoins, plus on prend tôt, donc plus on anticipe et moins on laisse s'installer la dérive, plus on a de chances de s'en sortir complètement, parce qu'il peut y avoir des séquelles définitives, et plus on peut s'en sortir rapidement ou le moins longtemps possible, avec le moins de temps possible. Pour le traitement, la base, avant tout, c'est la prise de conscience et l'acceptation par la tête. S'il ne prend pas conscience de ça, qu'il est en bigorexie, qu'il est en surentraînement, vous pourrez faire tout ce que vous voulez, il continuera. Même s'il dit oui au coach, je vais faire moins, etc., il fera ses entraînements en cachette, il en fera plus, ou il s'isolera, il fera tout seul, etc. Ensuite, c'est de poser le diagnostic. Donc, avec les questionnaires, ou de voir la gravité. Est-ce que c'est un début de bigorexie ou est-ce que c'est une bigorexie installée? Est-ce que c'est un début de surentraînement? On est encore dans l'overreaching ou est-ce qu'on est vraiment dans l'overtraining? Et à partir de ça, il faut mettre le rééquilibrage ou le traitement adéquat. Donc, ça peut être un rééquilibrage alimentaire dans le cadre d'un REDES, prescrire du sommeil, réduire de l'activité, réduire des intensités, un suivi psychologique, faire un suivi régulier et planifié. Et après ce rééquilibrage et ce traitement, mettre en place un suivi pour éviter la rechute, parce qu'on a vu malheureusement les gens qui sont addicts et qui ont chuté une fois ont un risque plus important de rechuter. Donc il faut faire ce suivi, alors que ce soit un suivi personnel ou que ce soit un suivi par un coach extérieur, c'est important. Et pour vous donner un exemple de pourquoi il faut traiter, parce que là, je suis dans un exemple extrême, hein, mais on va dire une athlète donc, féminine qui est dans un REDES profond, qu'est-ce qu'elle va avoir? Elle va avoir donc son aménorrhée avec un risque d'infertilité permanente et de l'ostéoporose définitive aussi. Et pour vous donner des exemples de temporalité, les corrections de déséquilibre énergétique, donc quand on se remet à manger bien, ça peut prendre des jours et des semaines. Par contre, la réapparition des règles, des menstruations peut prendre des mois.
voire être toujours perturbé, voire avoir une infertilité définitive. Donc là, on est vraiment dans des conséquences graves. Et l'amélioration de la densité osseuse, c'est des années, voire jamais. Donc, vous pouvez vous démolir de façon irréversible, enfin, vous affaiblir de façon irréversible avec ces troubles-là. Donc, il faut vraiment reprogrammer, reparamétrer le cerveau pour essayer de ressortir de ces cas extrêmes pour revenir à l'homéostasie. Alors, l'idée, ce n'est pas de faire peur, mais c'est de vous donner les conséquences éventuelles. Là, j'ai pris un exemple, mais il y en a plein d'autres, d'éviter de tomber dans des conséquences graves. Voilà, j'ai presque fini, Yannick. Et tout le monde. Les traitements. Donc, comme je disais, pour être traité et être pris en charge, la nécessité première, c'est que l'athlète lui-même l'accepte. Donc, ça peut venir que de lui, cette volonté de s'en sortir. Donc, déjà, la volonté la capacité à analyser qu'on subit cette chose-là, cette dépendance, ce surentraînement, et la capacité à vouloir s'en sortir. Donc après, l'entourage est important parce que l'entourage doit aider, doit accepter que l'athlète reconnaisse ce problématique et l'aide, surtout les enfants aussi. S'il y a un problème, si un athlète détecte une bigorexie ou un surentraînement ou un REDS chez un enfant, il faut en parler à la famille, il faut que la famille soit en phase avec ce traitement, ou avec la volonté de l'athlète de s'en sortir. Les sponsors, c'est pareil, parce que si vous êtes athlète pro, il faut que le sponsor ait en tête et ne demande pas un résultat immédiat, etc. Donc, il faut vraiment que tout le monde joue le jeu dans ce traitement. L'entraîneur, bien sûr, il a un rôle des athlètes dans une déviance parce qu'ils se sont entraînés tout seuls, et le coach peut être la solution, parce que le coach va amener un cadre, va amener un plan d'entraînement et va amener des limites. Donc, du coup, ça peut être une solution. Par contre, le coach, s'il a un athlète qui tombe dans la bigorexie ou dans l'addiction, il a ses limites aussi, parce que il n'est pas, les cas les plus graves, malheureusement, c'est plus de son ressort. Les cas les plus graves, faut orienter vos athlètes ou même vous-même, si un jour vous tomberez là-dedans. Mais faut aller, c'est une prise en charge médicale, oui, c'est bien le cas. Il faut aller voir un psychologue pour accepter de se faire accompagner, voir un psychiatre dans les cas les plus graves, parce que je connais des cas qui ont vraiment été terribles, voire une prise en charge pour les syndromes REDS médicales dans des centres, des hôpitaux liés à l'anorexie ou à l'addictologie. Donc ça, c'est les cas extrêmes, il y en a très peu. D'ailleurs, la science est peu documentée, mais il faut admettre les limites de l'entourage, de l'entraîneur. Il faut parfois accepter que des pros du médical prennent la relève là-dedans pour traiter de façon définitive les cas les plus extrêmes. Heureusement, très rares. Voilà, là, c'était la phase la plus sombre. Maintenant, en conclusion, on va revenir dans le rose pour boucler la boucle. Ne dramatisons pas, même si on a fini par le plus sombre. Il faut juste être vigilant. La prévention, c'est la meilleure solution. C'est ce qui permet d'éviter ces cas les plus graves. Pour paraphraser le slogan, c'était la Sécu à l'époque, le sport c'est bien, en abuser ça craint, donc il faut éviter que ça craigne justement. Mais ça, maintenant que vous êtes au courant, vous allez voir une petite lumière qui va s'allumer un peu plus vite pour vous ou pour vos athlètes, et donc tant mieux. Et puis, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse, pour faire un peu d'humour pour la fin, pour mettre un peu de rose, où on voit ces deux jeunes filles. Il ne faut pas que ce soit non plus un risque que ces excès soient une excuse pour ne pas aller faire du sport. Donc, on va faire du sport demain. Ah non, j'ai trop peur d'être bigorexique. Il y a de la marge, on n'est pas obligé de rester dans son canapé à manger des chips et du saucisson, même si des fois, il faut le faire quand on est en REDS. Voilà, c'était la note un petit peu humoristique pour boucler la boucle. Je vous remercie de votre attention et cette petite image, justement pour dire que parfois, il faut savoir se poser, faire le point, regarder pour partir de l'avant vers un horizon meilleur et pas sombrer dans les excès. Voilà, j'en ai fini, un peu plus long que prévu. Donc, du coup, si vous avez des questions ou des remarques ou si tu en as vu, merci, Yannick, François, je suis à dispo. Merci beaucoup pour cette intervention. Pas de souci que tu finisses un peu plus tard, il n'y a pas de problème. Alors, quelques questions. J'en ai passé quelques-unes. Alors, donc, les outils pour diagnostiquer le trouble, on en a parlé. Est-ce que besoin de vouloir s'entraîner de plus en plus, c'est un des premiers signes de bigorexie, sachant que la personne est frustrée si elle rate une séance?
c'est le début. Vous lisez ça, oui. Enfin, le livre, on ne le voit pas. Ouais, bref, c'est ça, oui, voilà. C'est moi. C'est le début, oui. Qu'est-ce que c'est que rater une séance? Si vous ratez une séance pour ne pas aller au mariage de votre sœur, là, c'est grave. Après, une séance, ça peut se rattraper. Un plan, c'est fait pour être adapté. Mais si toutes les séances, vous vous dites, il ne faut pas que je les rate, il ne faut pas que je les rate, vous rentrez effectivement dans un cercle vicieux. Par contre, effectivement, il y a un plan d'entraînement, il faut rester collé au plan, mais le plan, il doit s'adapter. Mais il faut faire attention, oui, les gens qui vont faire la séance pour faire la séance, s'ils sont blessés, s'ils sont malades, s'ils ne veulent pas déroger au plan, ça démontre quand même une certaine forme de rigidité, ça démontre quand même une tendance à, voilà. Mais il ne faut pas généraliser, il faut en discuter. Pourquoi tu ne veux pas rater la séance? Quelles sont tes motivations à ne pas la rater, etc. Alors que tu avais peut-être quelque chose de plus important ailleurs, c'est à voir. Okay. Quel type de praticiens médicaux sont capables d'aider les sportifs en surentraînement, en bigorexie ou en RDS? Je l'ai dit, dans un premier temps, si ce n'est pas très grave, il y a besoin de l'entourage. Donc, dans l'entourage, si vous avez un coach et que vous vous sentez bien avec lui et lui en parler ou avec votre famille, c'est à vous de choisir. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à en parler avec quelqu'un de bienveillant, bien sûr. Et ensuite, si on va dans quelque chose de plus lourd, il ne faut pas hésiter à se faire aider par des professionnels. Donc, il y a peut-être des psychologues, peut-être des coachs mentaux qui sont formés là-dessus. Ou après, si c'est bien vraiment plus grave, on passe dans du médical. Et là, pour le coup aussi, c'est le rôle de l'entraîneur de connaître ses limites. Si vous êtes vraiment sur quelqu'un qui est complètement addict ou qui a été trop loin dans ses déviances, il faut effectivement l'orienter vers le médical, quoi. Ça, c'est sûr. Après, on ne peut pas forcer. Si c'est un enfant, il faut en parler à la famille, je pense. Ok. Moi, j'avais 2-3 éléments aussi un petit peu complémentaires. Donc, à l'heure actuelle, il y a la fédération qui a lancé une étude transversale sur la fatigue. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer sur le site. Donc, voilà, s'il y a des gens intéressés, n'hésitez pas à y participer. Ce qui me semble important aussi par rapport à la notion d'addiction, c'est ce que je fais de manière récurrente avec les athlètes que j'accompagne justement sur l'aspect mental de la performance, c'est travailler autour de l'identité de la personne en fait. C'est important que la personne ne soit pas juste un sportif. Le danger en fait, à mon sens, il vient de là aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne ne se définit que comme étant sportif ou qu'à travers le sport, il y a un risque justement de tomber là-dedans parce que je suis sportif et je ne suis que dans cette lutte-là. Et c'est d'autant plus compliqué aussi de gérer la blessure. À l'heure actuelle, je gère une blessure d'une athlète que j'accompagne et je lui ai fait la remarque l'autre jour. Je lui ai dit, c'est qu'est-ce que tu aimes faire en dehors du sport en fait? C'est parce que voilà, elle est dans une démarche d'entraînement très importante. Voilà. On s'assure aussi je m'assure aussi justement qu'elle ne tombe pas dans ce travers-là. Mais derrière, c'est profite de ta blessure. T'es blessé, tu viens au stade, c'est bien, tu viens voir les autres, mais ça te frustre de ne pas pouvoir bouger. Donc, qu'est-ce que tu aimes faire en dehors du domaine sportif? Et donc, je l'ai questionné là-dessus la semaine dernière et je l'ai revu hier matin et elle me dit, ah ben lundi soir, je suis pas venu à l'entraînement, j'ai vu une copine que je n'avais pas vue depuis longtemps. Je dis, voilà, donc là, tu es dans tu es redevenu, entre guillemets, tu sors du côté sportif à fond, machin, et tu profites du fait que tu es blessé, ça te permet de faire autre chose. Voilà, donc, plutôt que d'être dans de la frustration sans arrêt, de venir au stade et de pouvoir pas rien faire, mais d'en faire moins et de pas forcément pouvoir faire ce que tu as envie de faire, on va faire autre chose, profite. Donc, c'est aussi important justement sur l'aspect, l'identité, c'est qui je suis en dehors du sport. Donc ça, c'est plus le sportif il arrive à se définir de plusieurs manières différentes, à mon sens, moins je pense que ça permet de limiter aussi le risque de tomber dans l'addiction au sport. Parce que si je ne suis que sportif, à un moment donné, je vais faire que ça. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, complètement. Hein. De toute façon, à partir du moment où on a une pratique centralisée à 100%, voire à 200% sur son sport, forcément, on risque de l'addiction et on risque toutes les dérives avec. Donc, tu as raison, il faut élargir le spectre. Et de toute façon, élargir le spectre,
apporte à la pratique sportive aussi. Donc, quand on est Mhm. bien socialement, quand on est bien psychologiquement, on est mieux dans ses baskets et on s'entraîne mieux aussi, quoi. Donc, c'est un cercle vertueux. Et oui, j'ai vu dans les échanges par rapport aux sponsors, oui, malheureusement, moi, on n'est pas dans un monde idéal et certains sponsors ne seront pas forcément attentifs à ça. Et d'où l'importance comme tu dis, d'être bien accompagné par ailleurs. Parce qu'un sponsor qui va mettre la pression à un athlète et qui se pète durablement, je ne suis pas sûr que l'athlète soit gagnant à la fin. Non, on est bien d'accord. Ni sponsor d'ailleurs. Mais bon, après, les contraintes ne sont pas les mêmes. Les contraintes économiques ne sont pas forcément les contraintes sportives, qui ne sont pas forcément les contraintes de la santé, effectivement. Et après, sur juste un petit truc que j'ai fait moi l'année dernière avec une de mes athlètes qui était un peu cuite hein, physiquement. Alors, elle n'était pas elle était pas dans la bigorexie, hein, mais voilà, il y avait une problématique voilà, perso, travail. Enfin, il y avait tout un cumul de choses qui faisaient qu'elle était vraiment en fatigue, dans une fatigue assez importante. Et voilà, à la fin d'une compétition qui ne s'est pas bien passée, bizarrement ou pas bizarrement d'ailleurs, à la fin, là, à un moment donné, je suis allé la voir et je lui ai dit, j'ai eu cette phrase que j'ai retenue à un moment donné, je pense que c'est aussi dans la thématique. Je lui ai dit, si tu es vraiment honnête avec toi-même, dans quel état tu es? Et en fait, ça a fait tilt, parce qu'à un moment donné, voilà, elle s'est mise à pleurer, elle m'a dit, en fait, je suis cuite, machin, physiquement, je suis super fatigué, nerveusement, machin. Et donc, voilà, à un moment, tu parlais justement de faire les questionnaires de manière honnête. Et je pense qu'à un moment donné, cette question-là, ben, voilà, c'est si tu es vraiment honnête avec toi, est-ce que tu ne penses pas que tu en fais trop? Après, c'est la première, comme tu l'as dit, c'est la première étape, c'est ça, c'est avouer et être capable de se dire, ouais, je suis pas du tout, ça va pas du tout, quoi. Donc, Après, c'est un autre débat, mais en fait, surtout sur le sport de haut niveau, etc. Mais c'est le volume ou l'intensité d'entraînement aussi. En fait, le plus rassure. C'est-à-dire que vous ne reprocherez jamais à un entraîneur ou à un athlète de dire tu en as trop fait. Par contre, dans la mentalité du spectateur, c'est il n'en a pas fait assez. Vous regardez, ne serait-ce que, comment il s'appelle, Bernard Hinault, il dit les Français ils s'entraînent comme des manches, ils ne s'entraînent pas assez. Non, ce n'est pas forcément le cas. Donc, du coup, en fait, on est toujours tenté de faire plus pour s'améliorer. Mais non, il faut sortir de ce cercle-là, effectivement, et en étant honnête avec soi-même, en se disant, bah non, j'ai fait plus, voire trop, faut que je revienne un peu en arrière. Mais c'est un vaste débat du volume d'entraînement, et c'est toute la science de l'entraînement qui est là, et la science mélange avec le psychologique. Donc c'est pour ça que c'est un art, et que c'est pas une science, justement. oui, Voilà. mais comme tu l'as bien noté, voilà, effectivement, les études qui ont été faites, notamment, tu as cité Yann Neuer, sur voilà, la fatigue ponctuelle suffit à progresser, à faire progresser. Oui. Il n'y a pas besoin de se mettre la tête en vrac à chaque entraînement pour avancer. Au contraire. Et l'addiction du Besoin du coach coach. à entraîner et attirer. Ah oui, oui, non, mais Ah, attention, oui, le coach que j'ai cité, c'est le coach idéal, mais vous pouvez avoir un coach ou un entraîneur. On parlait des sponsors. S'il est salarié par un sponsor ou salarié d'une équipe, lui, sa priorité, c'est peut-être pas la santé du sportif, hein, c'est peut-être le résultat à court terme. Donc, du coup, il faut que le sportif arrive. C'est encore plus dur pour lui parce qu'il est pris effectivement dans cet engrenage. Donc, il faut qu'il ait soit le coach de son enfance à qui il peut s'épancher, soit sa famille, soit un coach mental, enfin, ou quelqu'un d'autre, ou un psychologue, peu importe. Mais oui, je suis d'accord avec vous. Hein, tout le monde est le plus. C'est pour ça que dans le début, je disais l'activité sportive est bonne pour la santé. On peut mettre un bémol sur le sport de haut niveau. Mais pareil, est-ce que le sport de haut niveau, c'est pas une déviance? Ça nécessite pas. Normalement, pour moi, il y a moyen de faire les deux. Mais il y a des moments, forcément, on va au-delà. et tu as parlé C'est une justement question d'équilibre, voilà. encore une fois. Et tu as parlé du no pain, no gain. Moi, j'ai vu passer justement dernièrement une logique qui serait plutôt de dire no pain, more gain. Si j'ai pas de douleur, j'ai plus de progression. Parce que justement, à un moment donné, se faire mal, je peux être dans la difficulté, évidemment, mais il n'y a pas une nécessité absolue de s'entraîner dans la douleur. Je peux m'entraîner dans. D'ailleurs,
c'est des études qui sont menées aussi sur le micro-entraînement. Ça en est, c'est voilà, est-ce que les petites doses d'entraînement, ça peut faire progresser autant que de s'en mettre plein la tête? Ça, c'est aussi des questions qui se posent. Mais voilà, je peux progresser sans pour autant passer mon temps à me faire mal et en faire toujours plus. Il faut trouver sa limite et surtout, il faut savoir récupérer. Voilà. Pour mettre en place les bonnes adaptations. Qui fait la Fédé pour prévenir séries, formation des coachs, ce genre de vidéo devrait être diffusé largement à tous les clubs. Ben justement, c'est ce qu'on fait ce soir. C'est une formation fédérale. Non, mais c'est vrai que voilà, sur la prévention des risques, justement, c'est les conférences, c'est pour ça aussi que je veux partir sur les thématiques de ce genre-là, c'est justement faire de la prévention. La prochaine conférence du mois prochain, spoiler alerte pour tous ceux qui sont là ce soir, c'est la gestion du cycle menstruel dans l'entraînement féminin. Donc, qui sera animée par Marie Bouchard, qui est une ancienne athlète qui a fait du 1500 mètres. Enfin, je ne sais pas si elle court toujours, mais bon, c'est une sportive qui a un certain niveau, qui est en équipe de France quelquefois, et qui fera donc la thématique le 22 novembre. Cochez la date de votre. Et donc, effectivement, dans l'idée, c'est ça, c'est vraiment d'amener. J'avais fait l'année dernière la gestion de la blessure, voilà, comment je gère la blessure au niveau accompagnement, on va dire plutôt mental de l'athlète. Qu'est-ce que je peux lui proposer pour le laisser dans le circuit? Il y a celle de soir, il y a le mois prochain. Quelqu'un m'avait parlé, enfin, on m'avait sollicité sur une thématique sur la nutrition, ça fait aussi partie des choses que j'ai essayé de mettre en place. Donc, voilà, toutes ces conférences, le but, c'est aussi justement de diffuser cette culture-là et aller au-delà de juste l'entraînement, parce que c'est vrai que là, on est braqué sur « faut que j'apprenne à entraîner », mais c'est bien de savoir entraîner, mais c'est aussi bien de savoir comment doser l'entraînement. Donc, la date du mois prochain, c'est le 22 novembre, toujours sur le même horaire. Donc, gestion du cycle menstruel dans l'entraînement féminin. Et puis, donc, prévention, là aussi, pareil, autre thématique qui sera traitée dans l'année sur la prévention des risques. Là, ce sera sur la prévention des risques au niveau du comportement, notamment des entraîneurs, et ce sera sur des autres athlètes, sur la prévention aussi de tout ce qui est harcèlement, violence physique, violence sexuelle, voilà, tout ce qui tourne autour de ces aspects-là. Ça, ce sera fait par mes collègues. Comment ? D'ailleurs, les harcèlements, entre guillemets, peuvent conduire à ces dérives, bigorexie, Fredex, bien etc. sûr. C'est tout est imbriqué, encore une fois. Tout est imbriqué, effectivement. Donc, voilà. C'est pour ça que j'amène les éléments, voilà, les uns après les autres. L'idée, c'est de rester justement sur des formats courts, voilà, format 1h30. Ça permet de rester attentif et puis de rebondir, de traiter le sujet. Alors, OK, on a survolé le sujet, mais voilà, c'est une première approche. Et c'est ça, c'est un peu un travail de prévention pour aussi se mettre la puce à l'oreille. La formation n'est pas encore sur le site de la Fédé. Alors, la conférence, je l'ai mis hier. Oui, c'est ça, hier ou avant-hier. Non, hier. Je l'ai mis hier, donc peut-être qu'elle n'est pas encore éditée sur le calendrier. C'est possible. Ça dépend de qui appuie sur le bouton pour que ça soit en ligne. Je n'ai pas regardé s'il y était aujourd'hui, puisque j'étais en formation, donc je n'ai pas eu le temps de regarder. Mais ça a été fait. Je l'ai mis hier soir. Donc, si elle n'est pas encore dans la liste, elle va apparaître demain ou après-demain. Mais après, juste pour refinir sur le sujet, là, on a effectivement effleuré la chose. Mais vous avez entendu, donc vous savez, donc vous pouvez diffuser dans vos clubs. Il y a 2-3 notions, il n'y a pas besoin de faire 1h30. Et puis surtout, si vous détectez ou si vous-même, n'hésitez pas à en parler. Il y a des gens compétents, et puis même à parler à quelqu'un de bienveillant. C'est toujours un reflet de soi, et quand on arrive déjà à exprimer quelque chose, c'est déjà pas mal. C'est clair. Est-ce qu'il y aura encore une question avant que nous clôturions? Les questionnaires sont-ils en ligne? Je pense que ça doit se trouver.
les questionnaires que tu as présentés. Ah oui, pardon. Oui, les questionnaires, tu parlais, Estelle. Les questionnaires, oui, en fait, vous tapez questionnaire bigorexie. Alors, pour le surentraînement, c'est la Société française de médecine, mais il est en ligne gratuitement. Alors, avant, moi, je l'ai connu il y a une dizaine d'années, il faisait 80-90 questions. Alors, c'était peut-être un autre. Et là, ils l'ont réduit à 54. Et celui de la Fédé, alors, il est à moins de questions, il y en a une trentaine. Et je sais que chaque Fédé a pioché dedans et s'est fait son propre questionnaire. Et là, ouais, j'en ai pas parlé. Vous pouvez aussi vous faire votre propre questionnaire, hein, parce que il y a des questionnaires. On n'est pas allé dans le détail des questionnaires, mais il y en a, je les trouve plus ou moins adaptés. Mais vous pouvez faire vos propres questionnaires, vos propres indicateurs. C'est intéressant aussi. Mais oui, vous en trouvez des bases en ligne gratuitement. Et puis, si besoin, n'hésitez pas, hein, moi, j'ai mon adresse mail, vous pouvez me contacter, il n'y a pas de problème, on peut échanger là-dessus. C'est un sujet qui est large et qui permet de réfléchir aussi sur l'entraînement, les modalités d'entraînement. Alors, c'est sûr que ce n'est pas le côté le plus agréable parce que c'est les dérives, c'est les déviances, c'est les aspects négatifs. Mais justement, à partir de ça, ça permet de se questionner sur l'entraînement, jusqu'où je peux aller. Et puis, les questions style éthique, résultat, culture du résultat court terme, culture du résultat long terme, tout ça, ça fait partie des réflexions. Donc, on est plus vaste que dans Non, il n'y a pas. Je la branche dessus. simplement des pathologies. C'est clair. Et en plus, sur l'aspect, on va dire, prévention, voilà, il y a ce que disait François, c'est mettre en place des indicateurs. Alors, il a parlé d'échelle de bord. Moi, j'ai utilisé aussi, donc avec la tête dont je vous ai parlé, hein, qui était complètement requis au mois de février l'année dernière. On a utilisé une échelle de fatigue, mais par contre, c'est au réveil. C'est-à-dire que voilà, c'est une échelle de fatigue. Je lui avais dit, je lui avais imprimé. Je lui ai dit, tiens, tu mets ça sur ton frigo et quand tu te lèves, tu essaies de te positionner dessus. On va te dire, voilà, c'est. Quand elle se lève et qu'elle me dit, bah là, en énergie, je suis à 2 parce que je suis complètement. Je sors de ma nuit, en fait, je suis complètement cramé. Voilà, donc c'est aussi un moyen de suivre. Dans l'échelle de bord, je la faisais utiliser sur les séances aussi. Et effectivement, c'est intéressant de dire à la sortie, et puis pour l'entraîneur, de se dire, ça c'est une séance facile, et l'athlète il vous dit qu'il est au taquet et qu'il n'en peut plus. Ça doit mettre la puce à l'oreille de se dire, là je pensais que c'était une séance facile, ça passe pas du tout, ou l'inverse aussi. Des fois, vous pouvez vous dire, la séance là, ça va être dur, machin, et puis ça passe super bien parce que l'athlète il est en forme, parce qu'il se sent bien, parce que donc voilà, le côté perceptif il est intéressant aussi. Et puis après, le deuxième indice que j'avais mis en place, c'était vraiment un suivi quotidien. C'est je me lève le matin et j'évalue comment je me sens physiquement au réveil. Et au moment, pareil, sur le long terme, si vous avez un athlète qui tous les matins vous dit je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué, ça doit aussi l'alerter et vous alerter aussi vous sur le suivi de l'entraînement, de se dire alors ça peut être une fatigue qui n'est pas liée à l'entraînement aussi. Hein. Parce que il y a une vie à côté, ça peut être des choses qui. L'athlète dont je vous parle, voilà, elle a acheté une maison, son boulot, ça n'allait pas forcément bien, machin. Donc, il y avait tout un cumul de choses qui font qu'elle n'allait pas bien. Donc, ce n'est pas que forcément l'entraînement, ni un excès d'entraînement, mais quelque part, dans le suivi de la fatigue et dans le suivi de l'entraînement, c'est intéressant d'avoir ça sous le coude. L'échelle d'humeur aussi de Fred Grapp que vous pouvez trouver sur Internet de 1 à 10. Je suis de bonne humeur ou de mauvaise humeur. Pareil au matin. Voilà. Après, vous pouvez vous fabriquer vos propres échelles. Hein. L'important, en fait, ce n'est pas le résultat. C'est l'évolution, en fait. C'est comme le Borg, etc. C'est de voir dans le temps comment ça évolue. C'est ça. OK. Bon. Je vais te remercier à nouveau de cette intervention. Merci à toi. Je remercie tout le monde d'avoir participé à cette soirée. Et puis donc, rendez-vous le 22 novembre pour ceux qui ont envie de continuer la série. Allez, du coup, je peux enlever ma casquette. Voilà, tu as fini ta séance. Bonne soirée à tous, entraînez-vous bien, mais raisonnablement. Voilà. À plus tard. Merci beaucoup, bonne soirée. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Bonsoir.